Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Solidarité. Solidarité. Yeah! Au Québec, on est cool, on est hot. Nous autres, les droits collectifs, c'est important. Il faut qu'on fasse la grève. Les méchants patrons des capitalistes sont pas fins. On aime ça, la grève. 90% des grèves au pays sont au Québec. Yes! Ah, c'est ça le chiffre que je cherchais juste avant qu'on commence. Je ne me rappelais plus du chiffre. 90, 92, c'est un chiffre que... c'est même l'IEDM qui avait sorti de quoi là-dessus. En tout cas, j'ai vu Gabriel Giguère en parler. Je sais pas si c'est en entrevue. Ouais, mais le chiffre particulier de ça, je me souviens plus. Là. Ah, OK. Oui, Yann? Oui, ben il y a une pub à faire. Oui, Les leçons du passé. Antoine Bernier. Oui, c'est vrai. Ben oui. Joueur de baseball qui s'en retourne dans le passé. Petit gauchiste à l'université. George Mason University, en plus. Il y a un prof qui n'a pas de cheveux là-dedans, qui est intéressant. Il se fait-tu dégauchiser par le prof? Non, il se fait dégauchiser par les années 1925, je pense. OK. Oui, Antoine m'a demandé une coupe de Q pour ses affaires. Là, il dit tout le temps il serait cool que le personnage devienne riche avec cette expérience-là. Fait que c'est quoi qu'il devrait acheter éventuellement en 1925 qu'il pourrait revendre en 2025. Fait que je l'ai aidé un peu avec ça. Une couple de petites idées le fun. Et le prof Geloso, je sais qu'il a aidé beaucoup Antoine aussi sur de la théorie économique. Fait que les leçons du passé, c'est un roman, OK? Il y a de la théorie économique là-dedans, mais c'est un roman. Le piège du confort, tome 1, je l'ai entre les mains. Le tome 2 est en rédaction et la mise en bouche pour le tome 3 est en train de se faire, qu'Antoine me dit. Wow. Il est très content. OK? Il y a maintenant 100 exemplaires vendus de son côté. Probablement à plus parce qu'on enregistre d'avance. Donc, tu sais, 100 ventes au Québec pour un livre, pour un roman qui n'est publicisé que dans le trio économique, c'est quand même cool, je trouve. Mais c'est peut-être pas assez, là. Fait achetez-en d'autres. Mais il faut souligner quand même que pour un produit, tu sais, de savoir qu'un produit aussi niché que ce podcast-là incite des gens à lire des livres et même à en écrire, c'est quand même une petite réussite pareil. Pour des attardés mentaux, on n'est pas pire. Je suis toujours surpris en passant que. Je fais même pas de joke là-dessus. Là. Je suis toujours surpris qu'il y ait autant de gens qui aiment le trio. Quand tu me l'as proposé, je pensais qu'on caperait beaucoup plus bas que ce qu'on est rendu présentement. Puis les auditeurs, ils sont le fun en maudit. Je m'attendais pas. Écoute, je le fais parce que. Ce serait dur à arrêter. Hein? J'ai vraiment du plaisir à le faire, même quand j'oublie nos rendez-vous. Ça a eu les 3 dernières semaines que tu as du fun à faire le trio. Hein? Ça va être le tome 2 du livre. Dans le tome 2, le personnage prend rendez-vous avec le prof, puis à chaque fois, il n'est pas là. Faut savoir que je ne suis qu'organisé que dans mes pensées, mais pas dans mon agenda. Ouais, là, tu m'enverras le numéro de téléphone puis le courriel à ta blonde. Je vais organiser ton horaire directement avec elle. Ben, en fait, ma femme va organiser mon horaire. C'est ça. Alexandra ne veut plus me gérer, donc... je la comprends tellement, man. Elle a accepté que j'étais... Tant que j'étais une bonne personne, c'était correct. OK, bon. C'est rassurant. Écoute, grève dans la fonction. Ben là, en fait, c'est la grève partout là, en ce moment. Je le dis, ça a l'air d'une exagération, mais pour vrai, j'ai vu la STM qui est en grève. Je pense qu'il y a plusieurs sociétés de transport au Québec. Il y a des grèves. Il y a une grève de la Société des traversiers. J'ai vu des policiers avec des pantalons roses fluo parce qu'ils ont l'air d'être en grève / moyen de pression.
Les garderies, la SAQ, je pense, c'est pas réglé. Il y a des moyens de pression. Il y a La Post Canada qui s'en vient. Post Canada, c'est pas si ça s'en vient. En ce moment, moi, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas de facteur qui est passé chez nous. Je ne sais pas Ah, si officiellement sont je en. pensais qu'ils faisaient une sorte de grève roulante ou quelque chose comme ça, là, où est-ce qu'il y avait des. J'ai Ça oublié les gosse. détails. Quelque chose comme ça. Bref, les gens voient là, qu'il y a des Toutes grèves, les il y en a entreprises partout. privées, ça? Oui, c'est ça qui est le fun dans les exemples que j'ai donnés, c'est que c'est toutes des entreprises privées. Fait que ça nous amène au sujet que tu voulais C'est tellement jaser. du beau sarcasme, ça. Oui, c'est ça. Merci de le préciser au cas que des Il y a gens des gens écouteraient. avec des cheveux de plastique. C'est ça qui ne comprennent pas toujours les subtilités. Mais c'est ça. Tu sais, historiquement, il y a eu un débat à un moment donné, tu sais, sur est-ce que tu devrais être syndiqué dans la fonction publique? Parce que, tu sais, privé, fonction publique, ça peut être comme deux mondes carrément différents, là. Parce que Ouais. si tu travailles pour l'État, tu sais, on pourrait clairement imaginer un scénario dans lequel tu as juste un espèce de, pas de régie, là, mais tu sais, de mécanisme qui dit, ben, regarde, il y a eu genre 2 d'inflation, vous avez 2 d'augmentation de salaire, merci, bonsoir. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de débrayage, il n'y a pas de moyen de pression. C'est ça et c'est tout. Mais là, on n'est pas dans ce scénario-là. On est dans un scénario où il y a des grosses centrales syndicales qui ont syndiqué des pans entiers de la fonction publique. Et là, ben, quand on arrive à échéance des conventions collectives, ben, on se ramasse avec une paralysie totale de certains secteurs de la société. C'est juste l'exemple des traversiers, les gens qui sont dans la région de Québec, là, on s'enligne pour la 2e année là, de problèmes là, que là, il y a mané de tarif, puis hop, traversier ne marche plus. Et c'est comme ça. C'est ouais, mais pourquoi la convention collective est échue? C'est un moyen de pression, puis tout. Mais tu sais, au final, c'est comme tout le monde qui fait les frais Ouais, ben, de pas cette juste ça. affaire-là. Ben, en fait, je te dirais que c'est même la pointe de l'iceberg, ce que tu décris. Mais c'est pour ça que je pense, on va dire, c'est quoi le point que je veux faire aujourd'hui, c'est que si les gens dans le secteur public devraient avoir le droit de former n'importe quelle association qu'ils veulent, l'État n'a pas d'affaire à les reconnaître. Ils n'ont pas d'affaire à dire que c'est à force de loi qu'ils sont obligés de négocier de manière collective. En fait, la négociation collective dans le secteur public, c'est probablement quelque chose d'absolument qu'on devrait arrêter. Donc, que les contrats devraient être individualisés. C'est ça que je vais dire aujourd'hui. Il ne devrait plus avoir de contrat collectif pour tout le secteur public. Hey, mais on a fait pire que faire de la négociation collective. On a fait de la négociation collective centralisée. Oui, tout le Oui, monde je à veux la même dire, table. au lieu d'arriver et de dire ah, les profs, c'est le secteur public, ça, les profs, puis tu négocies avec ton école qui détermine tes conditions de travail, il faut que ce soit normalisé au bureau de la planification centrale, au politburo, carrément. Puis ça cause des problèmes. Ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que tu es capable de convaincre une personne d'enseigner en Abitibi, dans le Bas-Saint-Laurent, puis à Montréal pour le même salaire. Probablement, présentement, là, tu payes le gars à Montréal pas assez cher, puis tu payes le gars dans le bas du fleuve trop cher. Puis là, je suis désolé s'il y en a qui sont offusqués de ça. C'est probablement proche de la réalité, ce que je viens de dire là. Bien, non seulement c'est proche de la réalité, mais la manière qu'il faut le voir là, pour que les auditeurs comprennent la grande différence entre un syndicat public et un syndicat privé, donc un syndicat dans le secteur public et un syndicat dans le secteur privé, c'est que celui dans le secteur public, tu as la juxtaposition de deux monopoles, c'est-à-dire le monopole de l'État et le monopole syndical. Puis ceux qui ont écouté l'illusion tranquille il y a plusieurs années, tu as une scène où tu as c'est quoi son nom? Régent Breton, le professeur de droit, qui pète une fuse sur cette juxtaposition entre les deux monopoles. Mais ça fait en sorte que ce que tu donnes, c'est un pouvoir incroyable à un syndicat, donc et qui déstabilise, en fait, je pense, la hiérarchie démocratique. Pour une raison, c'est que le syndicat, lui, a la capacité de retenir des services qui affectent les incitations du politicien, c'est-à-dire ses chances de réélection, sa popularité dans les médias, etc. Mais le politicien, lui, ce n'est pas son argent à lui qu'il utilise, c'est l'argent des autres. Donc, tu as un cercle vicieux dans lequel les politiciens et les syndicats peuvent prendre l'intérêt général en otage et chacun se renforcer jusqu'à... Il y a des barrières qui existent, c'est-à-dire à un moment donné, tu ne peux pas augmenter les impôts éternellement, mais tu peux avoir une fonction publique et un État beaucoup plus gros à cause de ces incitations-là et que je pense qu'il est temps qu'on parle de l'importance de casser
la négociation collective dans le secteur public, que tous les contrats devraient devenir individualisés. Puis je vais expliquer c'est quoi, je pense, les 5 grandes conséquences des syndicats de la négociation collective dans le secteur public. Le premier, c'est qu'on a une fonction publique qui est trop large. 2, pour chaque employé, on les paye trop. 3, on décourage l'innovation dans la provision des services publics. Quatrièmement, on offre non seulement des primes salariales, mais on offre aussi des primes non salariales, comme la sécurité d'emploi, qui ont des valeurs absolument importantes. Mais aussi, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une hiérarchie démocratique où est-ce qu'on dit que certains groupes ont une voix plus importante dans les débats. Et je pense que ça, c'est une violation d'un principe démocratique de dire que puisque tu as cette capacité d'organisation-là, tu as une voix plus importante, mais cette position-là, tu l'as seulement parce que tu es capable de tenir le politicien en otage avec les sous de d'autres personnes. Puis j'ajouterais quelque chose, c'est que la syndicalisation dans le milieu de l'entreprise privée, ça peut exister aussi. Mais le syndicat dans l'entreprise privée, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'il peut faire, dans le sens que si il rend son employeur non viable économiquement, exactement, avec une grève prolongée pendant trop de temps, ou encore des demandes salariales carrément absurdes, l'entrepreneur peut faire faillite, puis éventuellement, il peut tuer sa propre job. Dans le secteur public, ça n'existe pas, ça. Là. Tu vois, c'est là que dans le secteur privé, il y a même une justification pour un syndicat. Parce que si tu as des coûts de négociation très, 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 très élevés, right? Ça peut être très laborieux de renégocier des contrats individuellement. C'est encore pire si tu as beaucoup de roulement dans ton personnel. Donc, d'avoir une organisation qui assemble les gens et qui négocie un contrat collectif pour l'ensemble, pour la perspective de l'employeur, ça peut être bénéfique, tout comme ce l'est pour le syndicat, et que l'économie dans les coûts de négociation deviennent des salaires plus élevés. Et c'est pour ça que tu vois même des situations, même quand il n'y a pas de loi qui force la reconnaissance syndicale, qu'il y a des entreprises qui reconnaissent des syndicats ou qui négocient avec des associations de travailleurs parce qu'à un moment donné, tu veux réduire les coûts de transaction, les coûts de contrat. Écoute, j'ai toujours vu le syndicat comme étant extrêmement utile quand le coût de formation d'un employé est très, très bas. Dans le sens que, tu parles de haut roulement de personnel. Si tu regardes, par exemple, dans un dépanneur, Couche-Tard, tu as un haut roulement de personnel. Par contre, le salaire est quand même relativement faible. Puis, c'est des gens qui commencent leur carrière souvent qui vont travailler là. Fait que le syndicat s'applique-tu? Peut-être pas. Par contre, quand tu t'en vas dans une usine, et que là, les employés font carrière dans l'usine, mais qu'ils pourraient quand même être facilement remplaçables avec une semaine ou 2 de formation, là, d'avoir cette protection-là syndicale, c'est pas si fou que ça, parce que tu dis, crime, il faut protéger l'ancienneté de la personne. Il y a une justification à l'ancienneté dans ce contexte-là. Mais je veux dire, dans l'économie de 2025, où est-ce que de plus en plus les emplois sont spécialisés dans à peu près toutes les entreprises, où est-ce que c'est très coûteux de former un employé, moi, je pense à votre conseiller.net, je pense à mon entreprise. Je veux dire, les employés auront beau se syndiquer ou pas, sérieusement, ça changera rien. Je veux dire, moi, personnellement, c'est tellement coûteux former quelqu'un pour faire la job que perdre un employé, ça me ferait vraiment chier. Si tu mets tout pour les garder. Si tu mets ton employeur dans la merde en démissionnant, c'est que tu n'avais pas besoin d'être syndiqué. Mais regarde, simplifions là. Si tu es dans un secteur compétitif, là, que tu as plein de compagnies qui se font concurrence, la seule place pour un syndicat, c'est si tu réduis les coûts de négociation. Et les syndicats ne sont pas particulièrement intéressés d'émerger dans des marchés très compétitifs. Les syndicats sont très attirés lorsque tu as un secteur non compétitif, donc lorsque tu as un monopole. Donc, pourquoi, par exemple, tu retrouves des syndicats très présents dans ce qu'on appelle des monopoles naturels, toutes des choses qui ont des grosses installations, qui ont des gros coûts fixes, mais qu'à cause de ces gros coûts fixes-là, tu ne peux pas avoir un concurrent. Donc, par exemple, les lignes téléphoniques, un des premiers syndicats, c'est dans la téléphonie, dans l'électricité, toutes des choses que tu ne peux pas dupliquer un réseau. Là, tu vas avoir, les syndicats sont très attirés par ça. Parce qu'un monopole, ça a des surprofits, dans le sens d'un économiste, pas dans le sens de
l'ancien chef du NPD qui disait que les épiceries faisaient des surprofits. Là. Vraiment, le concept de surprofit. C'est le surplus qu'on appelle surplus au producteur ou quelque chose comme ça. Là, la rente du producteur, ça serait exact. plus précisément le terme rente est là. Là, dans ça à surprofit. Ouais, Trop de politiciens qui utilisent ce mot-là, mais ils me font chier, eux autres. Ouais, en anglais, c'est super profit. J'ai fait de la traduction, mais la rente. Je sais, mais la rente, puis moi, on l'utilise, on peut penser que ça existe pour vrai dans le contexte monopolistique, mais eux autres l'utilisent dans des contextes compétitifs comme des épiceries. Là. Les politiciens, c'est des crasseurs. Là. Je ne m'ostinerai pas avec toi là-dessus. Je vais acquiescer. Mais en gros, c'est qu'ils sont attirés par la rente. Mais le plus grand de tous les monopoles, parce que un monopole sur la télécommunication, disons qu'on croit l'argument du monopole naturel dans la téléphonie locale, ce qu'il y avait avec les lignes téléphoniques au début du 20e siècle, bien, ça peut être remplacé par de la concurrence via de l'innovation, donc des Voice over Internet Protocol, l'Internet, la câblo-distribution dans le cas du télévisuel. Tu peux avoir de la concurrence qui émerge par l'innovation, donc des monopoles naturels privés peuvent disparaître. Le seul monopole qui ne disparaît jamais, c'est celui de l'État. Et donc, c'est le monopole le plus attirant pour les syndicats. Les surprises sont toutes syndiquées. Et avec particulièrement parce que l'employeur dans le syndicat du secteur public, ce n'est pas son argent avec lequel il joue. Parce que même un monopole privé va jouer avec son argent. Donc, il y a une sorte de stop-gap qui existe, qui va comme bloquer les demandes excessives. Dans le secteur public, là, il n'y en a pas de limite aux poches des contribuables. Ouais, un monopole privé n'a pas, en fait, d'autres intérêts qui sont celles du politicien. Si on revient à la théorie des choix publics, c'est que le politicien, lui, il a intérêt, oui, à ce que le conflit de travail se règle, mais il y a aussi d'autres intérêts, notamment celle de remporter ses prochaines élections, d'augmenter son score de popularité, de prendre avantage sur un adversaire politique. De donner des hausses de salaire, c'était Jacques Parizeau à la veille du référendum de 1980 parce que les syndicats, non seulement ça, étaient conscients qu'il fallait qu'ils fassent Bernard Landry qui a baissé le taux de cotisation au REGOP avant les élections de 2003. Ben oui, mais c'est parce que c'est un groupe d'intérêt bien organisé et il s'organise bien. Pourquoi? Parce que la rente du monopole qu'est l'État est tellement gigantesque que c'est comme un gros pot de miel qui attire les mouches. C'est aussi simple que ça. C'est pas du vinaigre. Là. Tantôt, on disait tout le monde est en grève un peu en boutade, là, mais c'est pas loin d'être ça. Je vous en nomme juste quelques-unes parce qu'on oublie, là, mais bon, évidemment, un conflit de travail à Post Canada, la STM, on a la Société des arrimeurs de Québec. Ça, je suis sur le site de la FTQ. On nous parle des conflits de travail, grève, des fois c'est un lockout, des fois c'est une grève. Là, mais vous comprenez un peu l'idée. La ville de Rivière-Rouge, donc 50 travailleurs qui sont en grève. Les paramédics de la Fraternité des travailleurs et travailleuses préhospitaliers du Québec, donc 14 entreprises ambulancières. On parle également il y a eu une journée de grève au barreau il n'y a pas si longtemps que ça, qui concernait 41 travailleurs. On parle aussi également des syndicats, le syndicat des employés de l'école Vanguard. Tu vois, ça, c'est CSN, c'est pas FTQ. Syndicat des professeurs de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Et le syndicat des... L'idée d'un syndicat des professeurs m'irrite comme t'as pas... Dans le fond de mes tripes... Es-tu syndiqué présentement? Mais écoute le prochain. Depuis le 20 mars, en fait, non, excuse, ça s'est terminé le 20 mars. Donc, il y en a qui, ça va, ça vient, il y en a qui sont réglés dans ce que j'ai nommé. Mais donc, le 20 mars, c'est terminé. Il y avait une grève le syndicat des chercheurs et education workers de Concordia. Donc, eux étant en grève générale. Mais tu sais, quand tu checkes, là, c'est un en arrière de l'autre. C'est du public. Et ben, honnêtement, si tu vas sur le site de la CSN, il y a il y a une grève qui a pris fin le 30 mai qui était les employés du Holiday Inn de Laval. Mais tu sais, il y en a, là. Mais ça, c'est... Attends un peu, j'ai un scoop avant que tu commences. Vincent, tu as beaucoup d'influence. Jacinta Varel dans les médias du Québec.
fédéral et ça démontre qu'on ne s'est pas assez intéressé à l'économie, qu'on n'en a pas assez parlé et qu'on est, à toute fin pratique, Ah! Jacinthe écoute le trio. Elle a été contaminée. Elle a été Ah, contaminée. On la je salue. m'attendais à quelque chose d'autre. Bien joué, Yann. L'écureuil dans ta tête était une belle insulte aujourd'hui. Mais, mais tu vois, tantôt, vous parliez de certains secteurs. De ce que je peux voir, le secteur hôtelier, là, dans le privé, c'en est un où il y a beaucoup de grèves. Là. Oui. Tu vois l'hôtel Ruby, Montréal. On parle de l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal, centre de ski Mont-Bellu, à Ça, c'est vrai. Il y a Labbé. beaucoup de. Il y a vraiment beaucoup de. Puis j'ai tout le temps eu de la misère à le comprendre, ça. Mais écoute, je n'ai pas d'explication sur ça, mais les syndicats privés, comme je pense dans l'explication que j'ai donnée au début, moi, ça me dérange pas tant que ça dans la mesure que la syndicalisation du secteur privé, beaucoup plus souvent qu'autrement, dépend pas tant que ça. Les lois Ouais. ont un effet. Mais en termes de quel des deux me dérange? Tu sais, Bon, oui, il y a- on revient à ce que je disais quand même, là, la syndicalisation dans le milieu hôtelier, c'est que le temps de formation est court pour faire le ménage des chambres, par exemple. Tu sais, fait que peut-être. je pense que c'est vrai. La femme de chambre qui s'établit dans un hôtel depuis longtemps, qui est loyale à son employeur, tu sais, je veux dire, tu veux pas qu'il y ait à foutre dehors à 51 ans, puis après ça, elle a plus de. Pour des raisons niaiseuses, tu sais. Je pense qu'elle doit être protégée parce que oui, elle peut être remplacée facilement, malheureusement. Tu sais, c'est pas une longue formation, tout ça. Moi, je continue de penser que c'est vraiment ça la clé de la syndicalisation dans le secteur privé. C'est quand est-ce que l'ancienneté devient vraiment importante, c'est quand le temps de formation est court pour un employé. L'employé devient trop facilement remplaçable. Je pense que ça a vraiment ça lieu d'être dans ce contexte-là. Ben ça, puis tu sais, que ça revient à ce que je disais avant, puis que Vincent est en train de dire, c'est l'hôtelier qui négocie avec ou la chaîne d'hôtels qui négocie avec le syndicat, il est en train de négocier sur la base de l'intérêt de la chaîne d'hôtels, pas sur la base de comment je pourrais essayer d'acheter la prochaine élection en instrumentalisant ce conflit-là. Si je le laisse durer un peu, puis que je les fais s'user sur la place publique parce qu'ils vont manifester, ça va peut-être déraper, est-ce que je gagne des points ou j'aurais plutôt intérêt à régler ce conflit-là rapidement? Il n'y a pas une chaîne d'hôtels qui réfléchit ou une usine ou une shop qui réfléchit dans ces termes-là. Ça, c'est strictement de la besogne de politicos. Là. Oui, Genre, effectivement. Mais c'est vraiment là, toute la nature des différences, c'est qu'il y a une sorte de boundary, je ne sais pas c'est quoi en français, mais il y a une limite qui existe, une frontière qui existe, qui est établie par le fait que si le syndicat détruit la viabilité de l'entreprise, les syndiqués se font mal. Donc, c'est pour ça que souvent, tu as des ententes entre le syndicat. Fait que des négociations firme par firme entre une association de travailleurs et un employeur, je n'ai pas vraiment d'objection très forte comme économiste. Il y a même des modèles qui me permettent, comme je l'ai dit tantôt, avec les coûts de négociation, qui font parfaitement du sens, qu'il n'y a rien qui est problématique. C'est vraiment de tous les syndicats, de tous les aspects problématiques des syndicats. Tu peux te prendre tout ce que tu veux dans ce qui est problématique dans la syndicalisation du secteur privé. Ça, puis ça, peut-être qu'il y a des petits trucs qui peuvent être changés, mais si tu les compares à la syndicalisation du secteur public, donc la négociation collective dans le secteur public, c'est ça qui est le plus gros des problèmes. Et je pense qu'il est temps qu'on le casse, puis Yann va pouvoir en parler, mais des 5 effets que j'ai mentionnés, le premier, c'est probablement le plus gros, c'est qu'ils sont capables parce que, ils ont accès aux deniers publics, puis que le politicien n'a pas d'incitation, ne pollue pas son argent qui est en jeu. Mais c'est encore plus important quand l'argent, c'est de l'argent dans l'avenir qui est donné, donc c'est encore moins visible. Donc, quand tu regardes les régimes de retraite dans le secteur public, ils sont excessivement généreux. Quand tu regardes, par exemple, juste les coûts de pension au quotidien, c'est 15 à 25 quand tu tiens tout comparable. Puis ça, des fois, ça ne tient même pas compte de l'effet de la sécurité d'emploi. Dans le temps, à l'Institut économique de Montréal, on avait fait une étude qui regardait c'est quoi l'effet d'un employé qui quitte 2-3 fois dans sa vie dans le secteur privé des emplois, donc qui change d'emploi, et celui qui reste au même salaire, mais dans le secteur public et qui va cumuler plus d'années d'ancienneté grâce au REGOP. C'est quoi la valeur de la sécurité d'emploi en termes d'intérêt accumulé, pas d'intérêt accumulé,
de la moyenne des 5 meilleures années, bien, dans ce cas-là, dans le secteur public, ça valait, toute chose étant égale par ailleurs, 40 de plus. Donc, on peut parler peut-être de que, toute chose étant égale par ailleurs, que dans le secteur public, les régimes de retraite offerts aux employés sont peut-être 60 plus généreux que ceux qui existent dans le secteur privé. Si c'était plus généreux pour des raisons de productivité, on ne devrait pas se chicaner, mais j'ai dit toutes les choses étant égales par ailleurs. Ce qui veut dire que ça vient de la poche des contribuables et qui doivent surpayer, mais ce n'est même pas les contribuables de maintenant, c'est les contribuables 5, 10, 15, 20, 30 ans plus tard qui payent. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'il y a avec les syndicats de la fonction publique. Surtout que quand tu es dans un secteur public qui est justement un monopole, ben là, le fait de faire une grève ou d'être en bris de service, ça amène une privation dans la population que tu peux pas. Tu sais, la chaîne d'hôtels qu'on prenait tantôt, là, si la chaîne des Holiday Inn, il y a une grève, puis il y a 14 de leur hôtel, tout ça, ben les gens, ils vont dire, ben, je vais aller au Marriott, ou je vais aller au Comfort Inn, ou je vais aller dans une autre chaîne d'hôtel, ou dans un petit motel, ou dans un bed and breakfast. Il y a des alternatives. Donc, ton pouvoir de négociation, il est quand même relativement plus limité parce que, comme tu dis, le travailleur va se faire mal parce que là, tu abîmes la réputation de la chaîne. Ça se peut qu'il y ait une partie de la clientèle régulière ailleurs. Ça se peut qu'après, il y ait des problèmes qui vont rester entachés par ça. Mais si tu débrayes et tu commences à faire la grève et que, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça prive les enfants d'aller à l'école, ben, le parent ne peut pas dire « Ah, OK, parfait, ben, j'envoie mon enfant pendant votre grève qui dure 1 mois dans une autre école. » Ça ne marche pas de même. Ou tu ne peux pas dire « Ah, ben là, il y a une grève de la société je ne sais pas moi, de tel truc d'ambulancier. Ben, sais-tu quoi? Je vais aller faire ma crise de cœur à un autre moment. Je le sais qu'il y a une temps, ça ne marche pas de même. » Donc, tu sais, tous ces secteurs-là qui sont où il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas d'alternative. Post Canada, c'est ça. S'il y avait des drones pour me livrer mes lettres, ça m'en foutrait bien raide que Post Canada fasse une grève. Le problème, c'est qu'ils ont un monopole, comme on l'a dit il y a quelques podcasts sur les lettres. Donc, si tu attends un papier important de l'ARC, de tout ce que tu veux, d'un invité à un faire-part pour un mariage, n'importe quoi, tu attends après ça, ben, tu es fourré parce qu'il y a quelqu'un qui a un monopole là-dessus, puis il te prive du service. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça augmente la pression pour que le conflit se règle. Puis quand tu as de la pression pour qu'un conflit se règle, ben, ce que ça fait, c'est que ça se règle à la hausse. Ben, le portefeuille du contribuable est toujours disponible pour payer. Mais écoute, oui, ben disponible. Ah oui, puis tu n'as pas le droit de rouspéter, hein, parce que sinon... Plus la canisse à courage est vide, plus mon portefeuille est disponible. Bien, ça amène pas mal à la deuxième chose, parce que, tu as l'aspect que c'est difficile d'évaluer des choses qui sont aussi loin dans l'avenir de la part des électeurs. Donc, les électeurs ont plus de difficultés à punir les politiciens pour donner ça. Ça, c'est sans compter le fait qu'il y a plusieurs syndicats qui sont des électeurs aussi, donc ils vont voter pour ça. Ils ont intérêt à s'organiser, à se mobiliser à chaque campagne électorale pour encourager leurs membres à aller voter d'une certaine manière. Donc, tu as ça. Tu as déjà pensé à la FTQ qui a investi des centaines de milliers de dollars dans la dernière élection fédérale pour bloquer Pierre Poilievre. Je ne prendrais pas la FTQ comme exemple parce que c'est plus privé, mais je prendrais la CSN, par exemple. La CSN, je pense que ça s'applique beaucoup mieux que la FTQ, mais je pense que la FTQ agit de cohérence avec... Je pense que c'est encore pire. Tu as des syndicats de la construction. Pourquoi tu veux pas que Poilievre soit élu? C'est quoi le rapport? Écoute, probablement parce qu'ils veulent que les États publics ils veulent ramener la vieille loi de Harper qui permettrait de savoir qu'est-ce qui est dépensé. Je pense que c'est largement la raison. Mais... ça, c'est dans l'intérêt des syndiqués. Écoute, laissons ça de côté. Là. On ne jugera pas des intentions. On va expliquer les effets et les incitations. T'es généreux avec Magali Dubail-Picard? Écoute, je suis toujours prêt à être généreux avec les gens qui... j'ai pas de joke. J'allais trouver quelque chose, mais j'ai rien. I got nothing. Mais il y a 2 effets qui viennent avec ce que je viens de dire à propos des électeurs. De toute façon, on paraît qu'elle aime négocier avec les péquistes, fait que t'as peut-être une chance. Écoute, trop j'aurais dû m'y attendre. Yep. Mais il faut que tu ajoutes une chose, c'est que les syndicats,
dans le secteur public parce que leur pouvoir dépend de leur capacité de parler aux politiciens. Plus ils sont nombreux, plus ils ont un pouvoir politique. Donc, il y a une tension à vouloir ajouter des postes, même s'ils ne sont pas nécessaires. Donc, tu as une augmentation de ce qu'on pourrait... Ça, c'est bon pour la productivité, ça. Bien, c'est ça que ça a un coût pour le secteur privé parce qu'en plus, donc non seulement tu as plus de travailleurs dans le secteur public, puis en passant, on peut amener Robert Higgs puis de Ratchet Effect. C'est quoi les moments dans lesquels le secteur public utilise pour grossir dans des crises? Chaque fois qu'il y a des guerres, des récessions, des pandémies, le gouvernement va augmenter les dépenses et son emploi. Et les premiers défenseurs, c'est le syndicat qui va dire ben, il faut qu'on produise des services publics dans un temps de crise. Et une fois que la crise entre dans le rétroviseur, on ne revient pas en arrière et on garde la plupart des emplois. Donc, c'est ça l'effet de Ratchet. Et en plus, non seulement tu as plus de travailleurs qui sont maintenant dans le secteur public, et ce n'est pas nécessairement justifié qu'ils le soient, mais en plus, le secteur public, quand tu regardes toutes les études économétriques depuis les années 70, tu trouves qu'ils sont mieux rémunérés que leurs homologues du privé, avec un avantage salarial qui augmente lorsqu'on inclut les avantages non salariaux, donc tu inclus la sécurité d'emploi, l'aversion au risque, parce que ceux qui vont dans le secteur public, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont dans le privé. Généralement, ils veulent des horaires plus flexibles que le privé ne voudrait pas. Donc, quand tu tiens compte de tout, tu vois que la prime commence à ressembler en termes d'équivalent, à du 10 à 20 %. Le droit au télétravail. Le droit au télétravail, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose. Ça? La demande du télétravail. Ben, tu vois un peu tu vois un peu les intérêts qui sont. Parce que dans les dernières semaines, ce qui a beaucoup retenu l'attention par rapport aux grèves au Québec, c'est le fameux projet de loi 89 présenté par M. Jean Boulette, ministre du Travail, qui n'est pas mon préféré, qui n'est pas non plus dans un gouvernement que j'affectionne particulièrement. Mais ceci étant dit, ce que cette loi-là vient dire, grosso modo, c'est que elle donnerait à un tribunal, en fait au tribunal administratif du travail, le pouvoir de trancher si une grève entraîne un bris de service qui est nuisible à la population et ferait en sorte que tu es obligé, donnerait le pouvoir à ce tribunal-là de maintenir des services minimums pendant une grève. En bon français, c'est essentiellement ça. Donc, on dit, le projet de loi précise que la grève ou le lockout en cours se poursuit malgré une décision du tribunal ordonnant le maintien de services assurant le bien-être de la population, sauf si ce dernier juge que les circonstances exceptionnelles justifient de suspense de l'exercice de droit de grève ou de lockout, etc., etc. Donc, en gros, il y a une grève dans un secteur, on dit, mais ça n'a pas de bon sens. Moi, un des trucs que je disais qui rentre là-dedans directement, c'est au Québec, l'école est obligatoire, mais tu peux faire la grève et c'est pas considéré comme un service essentiel. Donc, c'est obligatoire, mais non essentiel. Tu vois qu'on est mêlé dans nos skis, mais juste terminer, c'est que moi, j'ai pas de problème à ce que les profs fassent la grève. J'ai pas de problème à ce qu'il y ait des moyens de pression. Mais j'ai un problème à ce que des enfants n'aient pas d'école pendant 2 mois de temps et qu'on dise que c'est pas grave. Donc, c'est un peu à ça que répond ce projet de loi-là. Quelle était la réponse des syndicats? Ben, vous voulez attaquer notre droit de grève. Ça. Donc, ils revendiquent, eux, le droit de paralyser des services publics pendant des longues périodes au détriment de la population. Donc, à ce moment-là, ce que tu viens me dire, c'est que ce que tu veux, c'est pas l'intérêt commun, c'est pas le bien commun, c'est ton intérêt à toi. Parce que tu peux très bien allier les deux. Là. Tu peux faire des grèves, tu peux faire des moyens de pression. Tu n'es pas obligé de faire des coupures complètes de services. Ben, tu vois, c'est là que je vais citer 2 personnes. Là, puis un, c'est Calvin Coolidge qui avait dit pendant la grève des policiers de Boston en 1919, « Il n'y a pas de droit de faire grève contre le public, jamais et nulle part. » Il avait dit ça explicitement. L'autre, c'était FDR, Franklin Delano Roosevelt, le président, qui était un démocrate, qui était contre la syndicalisation du secteur public pour les mêmes exactes raisons. Donc, c'était un truc qui a été longtemps défendu, mais il faut se rappeler aussi dans le contexte qu'est-ce qu'eux disaient à cette époque-là. Donc, les syndicats, ils existaient pour des services vraiment essentiels. Donc, quand Coolidge dit ça, c'est dans une grève des policiers. Quand FDR dit ça, l'État fédéral se limite à quelques agences et le bureau de poste. Mais ce n'est pas
n'as pas le Department of Energy, tu n'as pas le Department of Mm. Education, tu n'as pas le département des parcs, tu n'as pas le département du EPA, tu as quelques agences et ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, puis c'est là que je pense que c'est le plus important des coûts des syndicats dans la fonction publique, c'est que tu as des secteurs dans lesquels l'État ne devrait pas être et qui Ouais, a mais monopolisé des services Ouais. et que ça décourage l'innovation. Donc, par exemple, tu peux prendre les écoles. Il n'y a rien qui empêcherait, puis là, les gens vont dire « Ah, Vincent, tu haïs les syndicats. » Oui. Non, j'haïs que tu forces la négociation collective. Tu pourrais dire, par exemple, tu dis, OK, prenons un exemple, l'éducation. On introduit le bon d'éducation. Tous les parents peuvent choisir leur financement et après ça, donc, ils envoient l'enfant à l'école de leur choix et le financement suit le sac d'école. Dans ce cas-ci, l'école pourrait avoir un syndicat par établissement et il y a négociation entre la direction et le corps professoral qui se syndique ou le corps de personnel de soutien qui se syndique et qui négocie au cas par cas. D'autres écoles pourraient avoir des organisations individuelles, mais pourquoi l'État devrait être en charge de la provision d'éducation? Tu as créé une sorte de monopole avec le secteur public pour un grand nombre de parents. Et donc, qu'est-ce que tu as créé? Une incitation à augmenter les coûts dans le secteur de l'éducation pour les enseignants relativement à ce que c'est. Et donc, ce que tu as, c'est que tu as un État qui a été trop loin. Et donc là, tu ouvres la porte à toutes les choses que Frank mentionne et tu décourages. C'est vraiment ça le plus gros des problèmes, c'est que tu Mais vas moi, ce qui me gosse enlever vraiment, là, la concurrence privée dans certains cas. mais ce qui est gossant avec les syndicats, là, c'est qu'ils prennent la population en otage. Ils font des grèves, sont vocales, solidarité, ça klaxonne. Le monde klaxonne plus pour le niaiserie. Là. Quand ils sont en grève, ils sont là, hey, yes, hey, klaxonne. Le monde passe à côté, puis faites chier. Ouais, mais là, contre parce que une trop, c'est chier. comme pas assez. Hein, c'est ça. Non, là, puis, le monde klaxonne plus. Le monde sont zéro derrière eux autres. En fait, je pense qu'on a parlé de ça dans un autre podcast, mais il y a eu l'époque, là, vraiment des ténors syndicaux qui prenaient beaucoup de place dans l'opinion publique. Henri Massé, Régent Parent, Claudette Carbonneau. Je pense que c'était l'âge d'or un peu des ténors syndicaux à ce moment-là. Puis il y avait un appui de la population derrière eux souvent. Parce que c'était les libéraux au pouvoir. Puis les libéraux, c'était les méchants capitalistes. Puis les petits Québécois. Puis c'est une niaiserie, mais bon, il y avait une certaine glorification du leader syndical. Mais après ça, là, ils se sont tenus tranquilles parce qu'ils étaient quand même assez au courant, je pense, qu'il y avait de moins en moins l'appui de la population. Mais là, il y a une resurgence de ce côté-là. Les Magali Picard sont en train de ramener le syndicalisme de combat, le syndicalisme de grève. Ils sont très agressifs au niveau des grèves présentement. Il y en a plus que jamais. Mais la population n'est pas derrière eux. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est quand est-ce que ça casse, ça? Parce que, je veux dire, Mais tu vois, mais il y a eu des mouvements de right to work aux États-Unis qui ont eu un momentum politique où est-ce qu'on a été capable d'attaquer le syndicalisme un peu puis de lui faire prendre son trou éventuellement. Tu sais, il faut se rappeler quand même qu'aux États-Unis, dans le manufacturier, là, une des raisons pourquoi les entreprises ont fui les États-Unis, c'est parce qu'à un moment donné, le mouvement syndical était trop puissant également. C'est un peu ça qu'ils essayent de faire là, dans le projet de loi. C'est pas un right to work, mais c'est un right to services. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est un droit. On considère que la population a le droit de recevoir minimalement certains services. C'est ça qui est dit là-dedans. Mais je pense qu'on manque j'essaie de faire un point. Mais mon point, c'était plus comment qu'on fait, Stifi, pour ramener des taux de syndicalisation normaux? Bien, regarde bien ce que je vais te dire. Ce qui se passe avec un syndicat dans le secteur public, c'est qu'il veut qu'il y ait plus de services publics parce que ça veut dire plus de pouvoir politique. Le syndicat du secteur public veut la croissance de l'État parce que ça augmente son pouvoir. Si au lieu d'avoir des écoles privées qui se font concurrence pour du financement public, donc tu gardes l'idée d'un accès à l'éducation universelle, mais que la provision demeure privée, bien là, le syndicat n'a aucun pouvoir, n'a aucun accès aux rentes du monopole. Le syndicat veut que le monopole devienne plus accaparant qu'il l'était avant. C'est ça la grande paradoxe. Donc, il y a deux manières de combattre le syndicalisme dans le secteur public et tous ses méfaits. Le premier, c'est que tu enlèves la négociation collective, ce qui pourrait être très difficile,
Ou l'autre, c'est que tu commences à privatiser des affaires. Ah, Que ben tu oui. enlèves, tu privatises la SAQ. Tu n'en as plus de négociation dans le secteur public avec les travailleurs de la SAQ. Tu amènes le bon d'éducation et tu dis toutes les écoles deviennent des établissements privés qui se font concurrence pour les fonds publics. Tu as des syndicats par établissement, tu as des Ah, je suis syndicats par d'accord. groupe. Il n'y a pas de manière magique de s'attaquer au syndicalisme, mais en plus, ce qui se passe, Mais c'est comment qu'après on fait, ça, mettons, là, on prend le pouvoir, toi puis moi, là, puis avant là, de tout privatiser ces affaires-là, là, on peut-tu les attaquer un peu pareil? Y a-tu deux, trois petites patentes qu'on peut les enlever? Ouais, mais ça revient avec la canisse, ça revient à la fameuse canisse à courage, Yann, que tu faisais référence tantôt. Ouais. C'est que Vincent, lui, ce qu'il dit, c'est basé. Je suis totalement d'accord. Ça revient au podcast qu'on a fait l'autre fois sur Post Canada. Est-ce que ça devrait être une société de la couronne ou ça devrait être ce truc-là, être essentiellement démantelé ou Démantelé. Bon, quand la chaudière est pleine, c'est solution Geloso. Et quand la chaudière est ben, pas mal aux trois quarts vide, tu essaies de faire des ben, projets de loi de même où tu dis, où tu arriverais avec une idée de dire OK, on démantèlera rien, mais on va juste vous dire là, que les Canadiens ils ont le droit de recevoir leurs lettres. regarde, Fait que là, voici, si vous êtes obligé de délivrer minimalement les lettres, ça peut être plus long, vous ferez la grève, vous mettrez des pantalons de couleur, mais c'est pas grave. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que Ouais, ouais, les politiciens, là, ils vont tout faire pour éviter une crise sociale, des manifestations, tout ça. Fait qu'ils arrivent avec mais des j'ai la affaires réponse parfaite pour timorées ça. de même parce que la canisse est vide. Mais si la canisse est pleine, c'est ce que tu ferais. Tu dirais, OK, parfait, vous voulez faire. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Grève de la SAQ, parfait. Je veux juste vous annoncer qu'à partir de minuit ce soir, les succursales vont être offertes aux plus offrants. Le dépanneur peut vendre du Cabernet Sauvignon. Let's go, asti! Ben oui. Écoute, je serais d'accord avec ça, mais Plus offrant, t'achèterais-tu ça, toi, une SAQ? Moi, j'achèterais pas ça. ben, ça Ben, dépend. là, je parle Le de point, local. le point, c'est le Moi, je prix. l'achète si et seulement si je peux mettre tout le monde dehors. Ben, écoute, en fait, la Ben question, oui. c'est toujours le prix. La question, si c'est on le dit prix. que tu dois le vendre, que tu dois l'acheter à Ça 1 vaut pas une million, pièce. ben, Au prix qu'ils payent leurs employés, si je suis obligé de continuer ces salaires-là, ça vaut pas une crise de scène. Ça. mais tu vas voir le thème quand je dis. Te rappelles-tu, on a fait un épisode de mes 3 Je idées. vendrais pas de la piquette à 20$ si j'achète une SAQ. Là. Te rappelles-tu, on a fait. Je vais juste essayer de faire ce point-là parce qu'il faut que je pousse un peu contre toi. Là. Te rappelles-tu, on a fait l'épisode sur les 3 opinions impopulaires que j'avais. Et le deuxième, c'était si tu veux faire des réformes, achète les gens. Achète-les dans le sens buy them in. Puis on avait fait ça avec Post Canada aussi. Comme Où ta j'avais taxe dit, Geloso là, avec les taxis. Là. mange la merde. Go fuck yourself really fucking hard. Ici, ce que tu dis, c'est qu'on va faire une réforme simultanée de plusieurs secteurs et chaque dollar épargné en dépenses publiques sera une baisse d'impôts. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'encourager chaque syndiqué à réaliser que chaque effort de réduction augmente son salaire à lui dans une certaine proportion. Et sais-tu quel pays qui a fait ce genre de package-là? L'Irlande. L'Irlande a conditionné ses baisses d'impôts pour acheter des Irish. On est fait écossais, là, mais non, des Irish all sing, song and everything. Tu l'as bien, tu l'as bien. J'ai beaucoup de collègues irlandais, donc. Mais en gros, ce que tu fais, c'est que tu dis. Quel bel accent. J'ai mes collègues irlandais, quand il y a une mafia en histoire économique, on l'appelle le Northern Ireland Mafia. C'est que tu as comme un groupe, là, un gros centre de recherche, puis ils produisent comme 50 000 affaires, puis ils sont tous super, ils se tiennent ensemble à toutes les conférences, puis ils sont le fun. Fait que moi, je les ai appelés la mafia, la mafia histoire, Irish Econ History Mafia. Ils sont super, c'est un groupe incroyable. Mais c'est eux qui m'ont fait découvrir ce point-là, qu'une des réformes qu'il y a eu en Irlande, c'était que tu achètes le syndicat du secteur public en disant les baisses d'impôts qu'on va faire pour chaque dollar de réduction de dépenses vont vous aller. On va arranger les baisses d'impôts d'une manière à ce que vous obteniez une bonne proportion des bénéfices des baisses d'impôts. Donc, ça réduisait la résistance. Donc, si tu as une canne de canis de courage qui est à un quart plein, ben, je viens de te dire que tu as peut-être juste besoin du quart. Tu n'as pas besoin d'y aller de la manière extrême. C'est juste qu'il faut que tu achètes les syndicats de cette manière-là en leur disant explicitement on va baisser les impôts d'une manière que les membres des syndicats vont bénéficier de la baisse d'impôts. Et simultanément, après ça, c'est comme les syndicats vont
Je le pense que secteur. Magali a La fait moins de voyages à Dubaï avec des propositions comme ça, puis elle n'est pas d'accord. Oui, mais aussi après ça, tu as plus d'innovation, par exemple. Donc, si les syndicats sont moins puissants, une des choses, par exemple, qu'on soulignait, c'est au Québec, tu aurais plus d'innovation dans comment on produit les services publics. Les services policiers, par exemple, on avait mentionné à l'Institut économique qu'on pourrait transférer certaines tâches en dehors de la police. Ce n'est pas obligé que, par exemple, quand tu as un barrage policier pour le contrôle de la conduite en état d'ébriété, tu ne devrais pas avoir 8 policiers. C'est complètement ridicule d'avoir 8 policiers. Prends 2 policiers qui ont les pouvoirs et après ça, prends 6 gardes de sécurité, gardas, qui, eux, vont administrer les tests. Et avec ce mix-là, privé-public, Oublie ça au Québec. tu réduis les coûts d'un barrage d'à peu près la moitié des coûts. Donc, tu aurais de l'innovation par du partenariat. Tu pourrais avoir de l'innovation dans certaines portions du service public qui pourraient qui pourraient impliquer le privé, mais aussi parce que l'État serait plus petit, tu aurais la capacité de superviser plus facilement. Donc, les missions étant plus focalisées, tu peux plus facilement superviser des ententes de partenariat public-privé. Donc, le public peut mettre la pression sur le privé pour respecter des contrats, pas faire des abus de contrats. Donc, tu aurais même des innovations dans la qualité du service parce que là, tu n'as plus le même pouvoir du syndicat. Parce que qui résiste, par exemple, le plus au mix public-privé dans les services policiers pour genre les barrages routiers, ben, les syndicats résistent Ah oui, énormément. Si tu réduis leur pouvoir politique, tu écoute, pourras Vincent, avoir Vincent, plus Vincent, Vincent. d'innovation. Au Québec, là, les photoradars, là, c'est un vrai policier qui prend la décision de te donner un ticket ou non avec la preuve qui lui est soumise par le photoradar. Pense-y. C'est le genre Une d'affaires machine, de style. C'est des genres d'affaires que tu pourrais casser le service en plusieurs portions, puis te poser la question qu'est-ce qui est vraiment nécessaire que l'État fasse. C'est pas obligé d'être toute la chose au Mais complet. pourquoi on paye quelqu'un 100 000 par année pour officialiser un ticket émis par une machine? Tout ce qu'on vient de dire à propos des syndicats. Donc, je pense que quand j'explique le point que je veux faire, c'est que tu n'as pas d'autre solution qui est concrète parce que dire que tu ne fais pas de négociation avec de négociation collective, je pense qu'en soi, ça va être très difficile à faire passer de un. Donc, je ne pense pas que c'est dans l'univers du plausible. Par contre, les choses que je viens de dire, c'est beaucoup plus plausible de privatiser la SAQ, d'introduire le bon d'éducation. Parce que tu ne t'attaques pas quand même dans ces cas-ci. Bon, dans le cas de la SAQ, je comprends, il faut quand même se rappeler que l'appui à la privatisation est assez élevé. Mais dans le cas du service d'éducation, il n'y a personne ici qui parle d'abolir le financement à l'éducation. On parle juste de le transférer directement aux parents. Il n'y a pas d'attaque au modèle social-démocrate dans ce grand point-là. Donc, tu sais, Est-ce qu'ils peuvent tous y aller à l'école? Oui. Est-ce que l'État supervise un peu la qualité de ce qui est enseigné? Oui. il y a encore des tests uniformes. Est-ce que les enfants peuvent rentrer, peuvent avoir accès indifféremment de leur race, leur niveau social? Oui. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est les objectifs. Ben, en fait, Est-ce qu'on est capable de remplir les objectifs avec la compétitivité du secteur privé? Si la réponse est oui, le Gelos Autrui nous dit « fuck that shit, ça ne sera pas public ». Ben, moi, tu vois, l'État en éducation, je pense qu'on a eu un exemple récent qu'il avait échoué sa mission totalement. Puis ça, je pense que c'en est une mission qu'il pourrait, qui est dans le rôle. Si on assume que l'État a un rôle minimal à jouer en éducation, ce que je pense qu'on peut facilement défendre, c'est lui, c'est-à-dire l'inspection de la qualité de l'enseignement qui est fait dans les écoles. Quand on a appris ça faisait 3-4 ans qu'il y avait des rapports d'enquête sur des écoles à Montréal où tu avais des espèces de tout croche qui essayaient d'endoctriner des enfants. Ouais, il y a eu un rapport, ils ont fait venir une firme, il y a un inspecteur qui est venu, il ne savait pas trop. Finalement, dans le rapport, ouais, le syndicat ne voulait pas collaborer. Ça, tant qu'à moi, c'est le rôle de l'État dans l'histoire. C'est de s'assurer que dans chaque école du Québec, tu aies un cursus qui a de l'allure, que les enfants ne sont pas maltraités, que la qualité des installations est convenable. C'est ça, c'est une job de un peu ce qu'on jasait l'autre fois avec le gars de la construction. On peut assumer qu'il y a peut-être un rôle à jouer de contrôle de qualité, de vérification, tout ça. Mais si ça, tu n'es même pas capable de le faire, comment tu peux assumer ou prendre pour acquis que tu vas être capable de gérer tout le reste? Quand la seule affaire que tu devrais faire, finalement, n'a pas l'air d'être faisable. Oui, puis écoute, j'aimerais ça avoir l'idéal, ce que je viens de décrire, là, de faire tout ce que toi aussi tu viens de décrire.
mais d'ajouter en plus que là, il y a des gens qui vont être malhonnêtes, puis je le sais, ils vont penser qu'on dit qu'on devrait abolir les syndicats dans le secteur public. Non, ce qu'on dit, c'est que l'État n'a pas d'affaire à reconnaître le syndicat. Si les gens veulent se créer une association pour coordonner des activités de négociation, fine. Par contre, il n'y a pas de droit à la grève. S'ils veulent essayer tous d'aller en grève en même temps, ben, ça se négociera au cas par cas, mais l'État n'a pas besoin de reconnaître un syndicat comme étant une partie avec laquelle le contribuable est obligé de négocier via une personne qui se soucie très peu de l'intérêt du contribuable. Donc, non, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir le mix des deux, mais à défaut d'avoir le mix des deux, ce qui serait vraiment la canisse à courage au complet, selon moi, à défaut, commence à privatiser des choses, commence à poser la question de qu'est-ce que l'État devrait faire et ne pas faire. Et plus tu réduis le scope de l'État, plus ce que tu vas avoir, c'est que les syndicats vont se concentrer davantage. Okay. Là, je t'amène sur le côté pratique de tout ça. Là. OK? Moi, là, je viens de me faire élire. OK? Je rentre en poste, j'ai une certaine quantité de capital politique, j'ai un peu les coups des franges pour commencer. Ma lune de miel démarre, j'ai 100 jours. Tu as l'argument de Friedman, que tu dois être clair, pédagogique et tout faire rapidement. Avec le momentum du mandat. Je pense que Trump a essayé de faire avec ses idées de marde. En tout cas, je peux te dire, mon seul conseil sera fais pas comme la CAQ puis attends pas à la 7e année de ton 2e mandat pour faire ça. Parce que là, ton capital, il est fini. Plus personne n'est capable de te voir en peinture puis t'es rendu que tu traînes dans un sondage. Ça, là, parce que là, ils sont dans ce mood-là en ce moment. Là, finalement, hey, les syndicats sont trop puissants. Tout ça. Hey, dernière année du 2e mandat. Bravo. Ben, écoute, Yann, ce que tu devrais faire, c'est d'ouvrir le plus de réformes simultanément. Parce que ce qui se passe, puis je vais donner une analogie historique, pendant le New Deal aux États-Unis, FDR avait permis la cartélisation par la loi, donc de permettre à des groupes d'entreprises de s'asseoir ensemble, de créer des codes de cartel à toute fin pratique, et que l'État allait faire le enforcement de l'industrie au complet. Donc, si, par exemple, toi et moi, on fait de l'acier, ben, on peut se rencontrer, on écrit un code, on le donne à une agence de l'État, et l'agence va faire va policer l'accord pour nous. Donc, ça permet la cartélisation. Le but d'un cartel, c'est d'augmenter les prix. Mais comme il l'a permis sur toute l'économie en général, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nous, on a fait un cartel pour l'acier, mais comme le gars, par exemple, qui fait des produits que nous, on a besoin, disons, le secteur minier qui nous amène le minerai qu'on a besoin, ben, eux ont fait la même chose, fait qu'ils ont augmenté nos coûts à nous autres aussi. Fait que, finalement, on ne fait pas tant de profit que ça. Puis là, tu avais comme une multiplication des coûts et que tous les groupes qui étaient pro-cartel, individuellement, haïssaient le système de cartel, même s'ils aimaient leur cartel individuel. Ce que moi, je dis, c'est faire la même chose à l'envers. Tu fais des réformes qui font mal à un groupe, mais que toutes les autres réformes leur bénéficient, de telle sorte qu'ils sont comme, ben, OK, fine, je perds la gestion de l'offre, mais en même temps, il y a une réduction des dépenses publiques qui va réduire mes coûts, mes impôts. Je vais avoir aussi une déréglementation qui réduit mes coûts de production. Donc, je ne suis pas content que la gestion de l'offre s'en aille, mais en même temps, j'ai comme tous les autres bénéfices qui viennent avec. Donc, tu réduis la résistance dans le premier moment et il faut que tu lances d'une shot un paquet de réformes simultanées où est-ce que les bénéfices sont gigantesques sur une multiplicité de dimensions pour un groupe, mais qui perdent leur bénéfice le bénéfice spécifique que l'État donne. Tu ne peux pas cibler ce que tu fais. Tu dois faire tout en même temps. Et ça, c'est la manière dans les 100 premiers jours. C'est ça que Friedman expliquait très bien dans la clip à un moment donné qu'on avait passé. C'est que tu prends le momentum immédiat et tu fais quelque chose de compréhensif de telle sorte que tu as une réforme compréhensible dans le temps comprehensive, là, donc qui englobe le plus de choses possibles. Exactement. Puis on a une place qui l'a fait récemment. Puis on en a parlé, j'ai envoyé ça dans le chat avant que j'oublie notre rencontre de lundi. C'était en Argentine. En Argentine, tu as exactement ça. Tu as une série de déréglementations, tu as une série de coupures. Yes! Tu as une série de réformes. Ben, regarde, par contre, indépendamment de si tu es d'accord ou non avec la chose qui est faite, moi, je pense qu'il manque plein d'affaires. Mais
Es-tu surpris le succès d'Avière? Moi, oui. Je pensais que la première année serait merdique, que la deuxième serait médiocre et qu'après, tu aurais une relancée incroyable. Finalement, ça a pris 1 an, puis là, on a du 8 Moi, je pensais pas qu'il allait faire les réformes qu'il promettait, pour vrai. Combien de fois qu'on a été déçus par Ben, moi, grosses je suis annonces, encore petits déçu. magasins? Moi, je suis encore déçu. Il n'a pas fait la réforme monétaire. Comme la monnaie, c'est la moitié de n'importe quel échange. Si tu ne fais pas la réforme monétaire, ben, tu coupes au moins la moitié les bénéfices de toutes les réformes. S'il faisait la réforme monétaire, le 8 de croissance qu'il y a eu, qui a été dévoilé cette semaine, là, parce que là, on fait ça au début juin, le 8 d'année sur année qui a été découvert serait quand même peut-être gros, du là. 16 à la place. C'est ça gros, que 8 pareil. Là. C'est gros, 8 Ouais. mais ce que je dis, c'est que s'il faisait toute la réforme la plus importante, la dollarisation, probablement que tu te rapprocherais du 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tu aurais des bénéfices beaucoup plus importants parce que la Son monnaie, 8 c'est la il est net d'inflation. Hein? Oui, c'est sur la croissance réelle, je pense, le 8 Ouais. Donc, net of inflation. Mais la monnaie, c'est la moitié de n'importe quel échange. Si tu fuck up le système monétaire, tu fuck up un paquet d'autres affaires aussi. La moitié de chaque transaction va être problématique. Si tu te retrouves avec une bonne politique monétaire, tu doubles les bénéfices de toutes tes réformes. Fait qu'il y a encore énormément de potentiel, mais la chose qui est importante à souligner avec Milei, c'est que malgré le radicalisme des réformes, il a encore des cotes d'approbation, puis un scandale, puis malgré un scandale vraiment weird à propos d'une monnaie, d'une sorte de Ouais, une genre Bitcoin. de crypto. Hein. Ouais, une sorte de crypto qui a fait une niaiserie. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais malgré ce scandale-là qui a l'air de l'écœurer, il est encore énormément populaire. Son parti gagne encore des élections locales. Son parti qui n'existait pas il y a 10 ans. Okay? Son parti est complètement nouveau. Il gagne encore des élections. Il est excessivement populaire. Il est pas mal, les paris semblent dire qu'il va gagner les élections de mi-mandat, les élections qui s'en viennent. Je ne sais pas si j'appellerais les élections de mi-mandat, mais les élections qui sont à venir, son parti va les gagner. Donc, il est en situation incroyablement avancée. Pourquoi? À cause de ce que je viens de décrire, il fait tellement des réformes simultanées et compréhensives que chaque groupe d'intérêt a comme pas super envie de résister parce que, fine, ils perdent leur nanane, mais tout le monde perd ses nananes, puis ces nananes-là leur coûtaient, à chaque groupe individuellement, leur coûtaient très cher. Donc, au net, ils sont conscients que peut-être qu'ils sont même gagnants au net du À 8 package de de réformes. croissance économique, il y a 2-3 personnes qui ont amélioré leur situation. Là. Exactement. Puis c'est pas. Puis écoute, je suis prêt à parier encore une fois que. Écoute, fais 8 Les cronies ont perdu, on s'entend, mais je veux dire, ils n'ont pas de support public, les cronies. Ah, le parti dominant, qui était le parti des péronistes, qui avaient suivi avec Kirchner, ont dominé la politique argentine depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la grande dominance. Et maintenant, je n'ai jamais vu un parti aussi dominant disparaître aussi rapidement en termes d'importance. C'est comme si le Parti libéral du Canada, qui a été le parti de la gouvernance, devait se retrouver à disparaître, à être en menace de disparaître. C'est arrivé en 2011, en passant. Oui, mais c'est la différence aussi entre 125 d'inflation puis 6, 7, 8 je veux dire, on l'a vécu, l'inflation, avec le 8 puis la just inflation, puis la baisse d'un sondage, puis tout ça, puis Pierre Poilievre qui prend les devants, mais ça restait 8 d'inflation. 125 d'inflation comme ils ont eu en Argentine. Ça tue un régime. Ça l'amène des méga réformes, puis un appui pour ces réformes-là. Je veux dire, on l'a bien vu avec Notel Boza, puis ici, là, l'appui pour les grandes réformes canadiennes, là, il faut pas trop que tu brasses la soupe. Là, parce qu'ils vont trouver que ça brasse un peu trop, puis là, ils ont mal au cœur, puis ils vont dire « Hey, Carney, un beau CV! Hein? » C'est parce que tu as une partie significative de la population, qui est peut-être la majorité, qui vit très confortablement. Ben oui. Qui Dans vit des maisons trop très chères. confortablement dans des immenses maisons dont la valeur faite x5, x6 dans les dernières décennies. Donc, tu sais, je veux dire, à partir de ce moment-là, tu essaies d'expliquer à ces gens-là que le pays est brisé. Je veux dire, ils sont assis sur une mine d'or. C'est peut-être pas le même portrait en Argentine. Là, c'est pour ça, par exemple, que si tu devais, demain matin, là, si tu devais déréglementer le zonage au Canada, tu aurais probablement un ajustement très coûteux. Donc, imaginons que le gouvernement fédéral se donne des pouvoirs. Je ne veux pas qu'il fasse ce que je t'attends de dire, mais pour hypothétique, qu'il se donne des pouvoirs et il force toutes les villes
à libéraliser leur code. Donc, ils font un truc comme un peu qu'il y a au Japon, où est-ce que tu as un code presque quasi unique national, et là, tu fais une sorte de réforme qui est dans ce que nous, on décrit. Bien, ce qui risque de se passer, c'est qu'un paquet de gens qui ont des dettes qui sont backées sur des maisons qu'ils ont vont voir leur balance sheet, leur feuille de compte, leur valeur nette diminuer massivement, et tu pourrais avoir un ajustement très coûteux si tu ne fais que ça. Mais par contre, si en même temps, ce que tu fais, c'est que tu dis, ben, on va déréglementer le secteur aérien, on va déréglementer la télécommunication, on va déréglementer le transport par autobus entre les villes, on va ouvrir à la concurrence dans la téléphonie, on va ouvrir à la concurrence dans la télédiffusion, la radiodiffusion, et on ouvre dans le secteur minier. Mais là, ce qui va se passer, c'est que le prix de tous les autres services va commencer à diminuer. Ouais, on baisse Il les y a impôts. plus. Ben, exactement, on baisse les impôts. Donc, le balance sheet des ménages ne sera pas affecté. En fait, c'est ça le grand danger que j'essaie de souligner souvent aux gens, c'est que si tu essaies de faire juste une réforme en même temps, tu peux avoir des coûts d'ajustement plus difficiles que si tu fais un paquet de réformes en même temps. Parce que l'ajustement est plus difficile si tu fais juste un plan. Ouais. Des fois, de faire un move radical, donc je défends ici une sorte de thérapie de choc, que si tu fais ça rapidement de manière compréhensive, tu as plus de chances de succès, mais aussi tu as plus de chances de ne pas faire mal aux gens dans le processus, parce que là, ça serait l'exemple ici avec les maisons, mais ça peut aussi s'appliquer avec ce qu'on a parlé aujourd'hui avec les syndicats. Tu vas créer un backlash, tu vas créer une résistance, tu pourrais amener à une dégradation des services publics. Par contre, ce que tu fais, c'est que tu dis, bien, certains services n'ont pas d'affaire à être produits par l'État ou n'ont pas d'affaire à, on a juste besoin de les financer par l'État. Parfait, la résistance se termine et les gens acquiescent en fait dans ces réformes-là, surtout que ça vient avec d'autres choses que les gens aiment bien, même si individuellement, il y a toutes des choses qu'on n'aime pas. Exact. Ben, ceux qui veulent avoir les podcasts en primeur, parce que là, le podcast est enregistré, celui-là, le milieu du mois de juin, éventuellement, ça sera rendu disponible bientôt pour les membres Patreon, mais beaucoup plus tard pour les gens qui nous suivent sur YouTube. Donc, si vous voulez avoir les podcasts pas mal dans le temps que ça sort et quand c'est disponible, avec même en temps normal des parties bonus, abonnez-vous au Patreon et vous avez tout ce contenu-là avant tout le monde. C'est l'avant-dernier en passant qu'on préenregistre. C'est ça. C'est l'avant-dernier qu'on préenregistre et après ça, on va revenir après une petite pause sur un mode plus normal. Une semaine a temps duré, ça veut dire?